Bon, tout le monde a déjà vécu au moins une histoire d'amour qui s'est mal terminée, enfin je suppose. Et parfois, l'ex peut même devenir désagréable, manipulateur, voire violent et dangereux, jusqu'à ce que ça prenne des proportions démesurées. Et comme dans nos 3 histoires du jour, où des ex étaient vraiment prêts à tout pour se venger. Et là, je vous raconte 3 témoignages Reddit de personnes qui ont vraiment subi un calvaire vraiment de leurs ex-partenaires. Comme d'habitude, ce sera avec des voix off pour plus d'immersion. Donc, au programme du jour, on va voir un ado qui va être sauvé de justesse par sa mère, ensuite un ex qui va finir en prison après pas mal de rebondissements, et enfin une histoire cauchemardesque d'une Anglaise qui passe 2 fois à un cheveu de la mort. Alors ce premier témoignage nous vient d'une certaine Beth fucking Davis, qu'on appelle Benjamin, voilà, ce sera plus simple. Et au moment de l'histoire, il se trouve que ce cher Benjamin est un ado de 16 ans qui vit aux États-Unis. Et là, dès le début, il nous précise qu'il est gay, ce qui va avoir une importance pour l'histoire. Parce qu'en effet, sa mère n'est pas 100% tolérante envers les homosexuels. Et d'ailleurs, Benjamin sait qu'elle ne le laissera jamais avoir un petit ami tant qu'il vivra sous son toit. Donc, il mène sa vie amoureuse en cachette. Et plutôt bien visiblement, parce qu'au moment où l'histoire commence, il a déjà eu 4 relations, sans que sa mère le sache. Pendant son année de première au lycée, Benjamin sort avec un certain Marc qui est bisexuel. Là, le début de leur relation se passe plutôt bien, même si Benjamin doit cacher sa relation, une fois n'est pas coutume, avec sa mère. Ils se retrouvent donc en extérieur, parfois au cinéma, chez Marc, ou juste pour traîner en ville. Mais à partir du moment où ils couchent ensemble, là, tout commence à partir en sucette. Marc devient de plus en plus demandeur pour me voir. Et quand je dis pour me voir, je sous-entends qu'il est constamment excité. C'est au début, je suis cool avec ça, ça me va, mais au bout d'un moment, ça commence à vraiment me saouler. Donc voilà, c'est fatigant à gérer. Benjamin doit garder le secret vis-à-vis de sa mère. Et puis, comme il est de nature asociale, il n'aime pas devoir sortir aussi souvent de chez lui. Ça le saoule, il est mal à l'aise, tout ça, bon. Et donc, il en parle à son petit copain Marc, qui se met alors à devenir méchant. Et là, à ce moment-là, Marc commence à l'éviter à l'école. Il se montre même odieux avec ses potes. Il l'insulte même par SMS. Et donc, au bout d'un moment, c'en est trop. Et après 9 mois de relation, il décide de le larguer pendant les vacances d'été. Et là, à la rentrée, pas de chance. Benjamin et Marc ont plein de cours en commun. Au début ça va, puis petit à petit, Marc, son ex, change d'attitude. Il se met à me fixer, il m'envoie des messages tristes et finalement, il me supplie de ressortir avec lui. Mais quand je refuse, là, il commence à vriller. Marc me fait du chantage émotionnel, il menace de se faire du mal et surtout, il commence à monter mes potes contre moi. Mais bon, vous voyez, Benjamin ne veut surtout pas que sa mère découvre son homosexualité, puisque à ce moment, elle ne le sait pas. Donc, il essaie de gérer seul la situation. Et ça va être une grosse erreur de sa part. Parce que un jour, en rentrant chez lui, Benjamin voit Marc en train de sortir de sa maison et de dire au revoir à sa mère. Alors, apparemment, il était dans le quartier, alors il est juste passé dire bonjour. Alors à ce moment-là, d'ailleurs, je le précise, mais pour la mère de Benjamin, Marc est juste un pote. Et là, il faut que je vous parle un petit peu plus d'ailleurs du contexte. En fait, Benjamin est le frère aîné d'une famille de 7 garçons. D'ailleurs, certains de ses frères sont tout petits, et il y en a même un qui dort encore dans la chambre de sa mère. Donc elle élève ces 7 petits nains, en fait, toute seule. Mais hyper important aussi, la maman, c'est pas n'importe qui. En fait, c'est une vraie armoire à glace, hyper baraquée. Bref, t'as pas envie de l'emmerder. Et d'ailleurs, la mère de Benjamin, c'est aussi très très bien tiré au pistolet. Bref, autant dire que Marc, donc l'ex, n'a aucun intérêt à venir lui chercher des embrouilles. Il n'a pas envie de se faire défoncer. Pourtant, surprise, le temps passe, et puis une semaine plus tard, alors que Benjamin rentre chez lui, après les cours, il voit encore Marc de retour. Et là, il le voit assis devant la maison avec sa mère. Et la maman, elle est en train de porter le petit frère de 2 ans sur ses genoux. Et là, quand Benjamin arrive enfin, et que sa mère le voit, elle l'engueule comme jamais. En fait, Marc vient de tout raconter en détail à ma mère. Il lui a parlé de mes mensonges pour cacher notre relation, de mon homosexualité, et surtout, il s'est fait passer pour la victime et moi pour l'agresseur. Finalement, ma mère se calme, je lui raconte ma version des faits, et elle accepte de me croire. Mais elle me punit quand même. Et ça, vous voyez, c'est rien par rapport à ce qui va se passer sur la nuit suivante. Parce que pour vous la situer un peu, la chambre de Benjamin est du côté de la rue. Et la maison dans laquelle il habite, elle est vieille et en mauvais état. Les fenêtres peuvent être facilement ouvertes de l'extérieur, même quand elles sont verrouillées. Ouh, super. Bonjour les cambriolages, quoi. Justement, ça c'est une astuce que Marc connaît, parce que ils l'ont déjà utilisée quand ils étaient en couple, pour venir lui rendre visite. Cette nuit-là, je me réveille vers 2h du matin parce que j'ai hyper froid. Je mets mes lunettes, et là, je capte que ma fenêtre est grande ouverte. Je regarde autour de moi pour comprendre ce qui se passe, et je vois que la porte de ma chambre est aussi ouverte. Là, Benjamin se lève, et il entend la porte de la chambre de sa mère se refermer doucement. Là, il se précipite, mais au moment où il arrive devant la porte, il entend un nouveau bruit. Un clic métallique, comme si on armait une arme.
Bon, il prend quand même son courage à deux mains et il ouvre doucement la porte. La scène qu'il découvre alors est absolument lunaire. La lumière est allumée et il voit Mark accroupi dans un coin avec un genre de couteau à boucher à la main. Et de l'autre côté de la pièce, il y a le petit frère qui dort profondément. Et quant à la mère... Ma mère est calmement assise sur son lit avec ses lunettes, un livre Harry Potter sur ses genoux et un flingue dans les mains, pointé directement sur Mark qui pleure et qui tremble. Et là, la mère ordonne à Mark d'arrêter de pleurnicher avant qu'il ne réveille le bébé. Elle demande alors à Benjamin d'appeler les flics pendant qu'elle le surveille. À partir de là, Mark a été placé en garde à vue. La mère de Benjamin n'a pas porté plainte, mais seulement à condition que Mark aille vivre chez son père, qui habite à plusieurs centaines de kilomètres. En tout cas, heureusement, depuis, Benjamin ne l'a plus jamais revu. Voilà, bon, j'avoue, c'est assez étonnant du coup comme fin, mais la mère a bien porté ses couilles, comme on dit, et elle l'a bien intimidé. Mais pour la prochaine histoire, vous allez voir que lui, cet ex-là qu'on va voir, il aura tendance à revenir à la charge, et pour aller bien plus loin. Alors ce témoignage-là nous vient de ex-creep Extro, qui précise pas comment elle s'appelle, et pour simplifier, on l'appelle Olga, et pour son ex, ce sera Andrei. Et cette histoire, vous l'avez compris, ou pas, je sais pas, elle se passe en Russie. Olga a 18 ans, et son ex, lui, il en a 23. Et ils sont sortis ensemble pendant à peu près 3 mois, et ce fut la première relation d'Olga. Au bout d'un moment, Olga l'a quitté parce que Andrei ne respectait pas ses croyances religieuses. En fait, tout simplement, il n'arrivait pas à accepter qu'elle ne voudrait pas et qu'elle ne pourrait pas coucher avec lui avant le mariage. Bon. Ok, qu'importe, voilà, les goûts et les couleurs. Sinon, à part ça, rien de particulier à signaler. André s'est toujours bien comporté. Et ils ont même décidé de rester amis et de se revoir de temps en temps. Bref, pas de red flag, comme on dit, rien à signaler pendant les 2 mois après la rupture. Jusqu'à un dimanche, en sortant de l'église. À ma grande surprise, Andrei m'attend dehors pour me raccompagner. Sur le chemin, tout à coup, il m'attrape par les épaules et m'ordonne d'être honnête. Il me dit qu'il sait qu'au fond de moi, j'ai envie de le faire avant le mariage. Et il devient menaçant et hyper vulgaire. Là, Olga le repousse de toutes ses forces et court jusqu'à chez elle sans se retourner. Mais heureusement, du coup, son ex, Andrei, ne la suit pas et donc elle s'enferme chez elle à double tour. Le temps passe et 3 jours plus tard, Andrei se met alors à la harceler par message. Il dit alors qu'il a envie d'elle. Il lui dit qu'ils doivent être plus que des amis et qu'un jour ou l'autre, il devra faire du sexe avec elle. D'ailleurs, il lui propose même un nouveau rendez-vous. Bon, là, à ce moment-là, Olga se dit que la meilleure réponse, c'est de ne pas répondre du tout. Pourtant, Andrei continue d'envoyer des messages qui deviennent de plus en plus effrayants, de plus en plus creepy, quoi. À ce stade, je suis vraiment paniquée, j'ai l'impression qu'il va passer à l'acte sans mon consentement. Mais j'essaye de répondre calmement, au cas où il pense que je fais exprès de me laisser désirer pour le séduire. Pour éviter tout malentendu, je lui explique clairement que je suis pas intéressée. Sauf que vous voyez, Andrei s'énerve encore plus. Il lui dit que si ce n'est pas elle qui vient à lui, alors il viendra chez elle quand elle sera seule pour obtenir ce qu'il veut. Et ça, c'est pas de l'audace, c'est illégal, voilà. Bon, en tout cas, là, Olga ne se sent pas du tout en sécurité, tu m'étonnes, et donc elle se barre fissa chez ses parents. Mais par chance, son ex ne connaît pas l'adresse. Là, elle arrive enfin chez eux, son père la réconforte et il l'accompagne au commissariat. À partir de là, la police va fouiller chez elle au cas où Andrei serait rentré par effraction, mais quand ils viennent et qu'ils font le tour, tout est en ordre, rien à signaler. Franchement, merci à ces policiers. Ils me disent qu'ils ont rassemblé assez de preuves si je veux porter plainte. Il y a de quoi l'accuser d'harcèlement et de comportement menaçant. Et par-dessus le marché, les flics envoient Andrei en garde à vue. Bon, en tout cas, désormais, Olga ne sort plus qu'avec un spray au poivre pour se défendre, et vraiment dans le doute. Elle se met alors à dormir chez ses parents parce qu'elle sait que son père a une arme à feu. Mais c'est loin d'être terminé, parce que quelques jours après ce petit incident, il y a un livreur qui apporte à Olga un bouquet de fleurs et une carte. Et dans cette carte, il se trouve qu'on voit le prénom de Andrei, qu'il l'appelle mon amour, et il raconte qu'elle serait plus heureuse, c'est sûr, si elle couchait enfin avec lui, mariage ou pas mariage. Et puis, parce que quand même c'est pas un monstre, il s'excuse dans sa petite lettre, mais, c'est ça qui est beau, il lui demande aussi à Olga de s'excuser d'être allée aussi loin avec lui. Je sais pas de quoi il est question. En tout cas, le temps passe encore, et plus tard, quand Olga passe chez elle pour relever son courrier, elle trouve des dizaines de feuilles. Et ce sont que des pages entières qu'Andrei lui a écrites. Il s'invente des vies avec moi. Il dit que je suis stupide et égoïste de ne pas lui laisser une seconde chance. Et aussi que, quoi qu'il arrive, il compte pas en rester là. Et au milieu de toutes ces pages, Olga trouve un petit colis avec une autre longue lettre. Et dedans, Andrei lui propose de recommencer leur histoire en tant que mari et femme. Et oui, parce que en fait, la petite boîte contenait une bague de fiançailles. Mais une jolie bague, attention. Et là, elle dit, bingo, c'est super. Alors, je vais pas me marier avec lui. Par contre, je vais l'utiliser comme preuve pour montrer que le gars est fou. Ça va faire un dossier pour la police, ça. Et donc, c'est suffisant, les preuves qu'elle a accumulées pour pouvoir renvoyer Andrei en garde à vue.
En tout cas, après cet épisode, Olga décide de prolonger son séjour chez ses parents. Et même si elle sait que l'ex est derrière les barreaux, en tout cas en garde à vue, elle se sent pas encore vraiment en sécurité. Et elle avait raison. En fait, le soir d'après, en sortant du travail, elle voit un homme qui la fixe de l'autre côté de la rue. Il est assis sur le capot d'une voiture qui lui rappelle étrangement quelque chose. Et là, l'inconnu interpelle Olga par son nom et son prénom. « Hé, Olga, non. » Là, tout de suite, elle sent que c'est mauvais signe. Et donc, elle se retourne pas, elle marche rapidement. Là, l'inconnu se met à ricaner et lui dit « Très bien, je te vois la semaine prochaine, Olga. » Là, le lendemain, l'homme n'est plus là, mais la voiture est toujours au même endroit. Et en l'observant, Olga réalise que c'est la voiture de son ex. En fait, elle l'avait déjà vue plusieurs fois. Donc là, d'une façon ou d'une autre, mon ex a réussi à envoyer quelqu'un pour marceler à sa place, pendant qu'il est en garde à vue. Je recontacte direct la police. Là, la police arrive et il commence à fouiller la voiture d'Andrei. Et il découvre alors dedans plusieurs armes à feu, dont certaines sont illégales. Pourtant, on est en Russie, vous imaginez bien que l'illégalité, c'est pas la même notion qu'ici. Et pourtant, ouais. Bref, Olga donne aussi la description de l'homme qui était assis sur la voiture. Et en parlant de lui, justement, le lendemain, surprise, Olga bosse au café. Bon, tout se passe bien, mais sauf que quand elle va prendre la commande d'un client, celui-ci l'attrape brutalement par le bras. Alors là, sur l'instant, elle l'avait pas reconnu, mais en fait, il se trouve que c'est l'inconnu de l'autre jour, celui qui était sur le capot de la bagnole. Et là, sans la lâcher, il lui demande de sortir dans la rue avec lui. Heureusement, Olga a quand même réussi à se libérer de son emprise et elle court alors dans l'arrière-boutique. Là, son patron l'a mis en sécurité et il appelle la police. Là, les flics retrouvent l'homme qui se met alors à avouer sans trop de problèmes. Bon, apparemment, les armes à feu dans la voiture n'étaient pas les siennes, mais celles de mon ex, ce qui me fait encore plus peur. En tout cas, mon ex lui aurait dit qu'on était en couple et lui aurait demandé de me faire une petite blague. Et pas n'importe quelle blague. En fait, Andrei voulait qu'il la kidnappe quelques jours, mais juste pour de faux, histoire de lui faire un petit peu peur. Voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, voilà pour ce rebondissement. Après, je sais pas ce qui se serait passé si le gars avait vraiment kidnappé Olga, clairement. En tout cas, l'audience au tribunal a eu lieu. Là, Andrei a été accusé pour plein de trucs différents, notamment pour enlèvement planifié. Et ça fait que désormais, il est sous les barreaux pour 8 ans. Bon, de son côté, Olga a quitté son appart, elle a déménagé loin de ce coin, et elle a même changé de prénom, histoire d'être vraiment sûre. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, elle nous informe, en tout cas sur Reddit, que il s'est rien passé de nouveau. Donc, heureusement, l'histoire finit pour elle sans trop de perte et fracas, on va dire. Mais ça, c'est pas sûr que ce soit la même conclusion pour le prochain et le dernier témoignage. Alors ce dernier témoignage est raconté par Jajac66 et je vais même d'ailleurs plutôt l'appeler Jane parce que du coup elle vient de Londres et elle a 20 ans à ce moment-là. C'est au début des années 2000 et donc elle déménage dans la belle capitale du Royaume-Uni pour son nouveau boulot. D'ailleurs elle précise qu'à cette époque elle n'a pas confiance en elle. Elle se trouve laide, repoussante, bref, elle est globalement assez vulnérable. Mais bon, en tout cas, peu de temps après son arrivée à Londres, Jane rencontre un certain Robert, un homme de 27 ans. Ça se passe bien, et ils finissent par sortir ensemble. Et alors, 6 mois plus tard, Jane emménage dans l'appart de Robert. Ok, là on se dit que si elle part habiter chez lui, c'est que tout se passe bien entre eux, Sauf que, dans son cas, il y a quand même plein de signaux d'alarme, un petit peu des red flags par-ci par-là, Donc ça annonce pas du bon. Alors, au début, il commençait surtout à jouer avec mes émotions, il cherchait à me contrôler, mais moi, comme j'ai grandi dans un quartier un peu difficile, je me suis dit que je pourrais résister. Sauf que rapidement, ça a dégénéré, il me trompe, il m'agresse physiquement, il m'enferme dans l'appartement, il fait en sorte de m'isoler de mes proches, il me manipule, il me confisque mon argent. Et du coup, le temps passe et après 1 an de relation, Jane est finalement terrorisée par Robert. Alors évidemment, elle rêve de le quitter, mais elle ne le fait pas parce qu'en fait, elle redoute ce qu'il pourrait faire pour se venger. Et ainsi, un jour, dans une dispute, Robert s'énerve contre Jane et lui ordonne de sortir de chez lui. Alors là, pour elle, pas besoin de le répéter 2 fois. 10 minutes plus tard, elle est dehors avec ses valises et yes! Heureusement, elle trouve une collègue qui peut l'héberger. Sauf que cette collègue, c'est pratique, c'est pas pratique, mais elle habite qu'à seulement 1 kilomètre de chez Robert. Et le lendemain matin, en entrant dans la bouche de métro, alors que Jane attend le métro qui arrive, quelqu'un se met à lui chuchoter à l'oreille. « Espèce de sale petite garce !» Là, elle reconnaît illico, évidemment, la voix de Robert, et du coup, elle essaye de s'en éloigner le plus possible à travers la foule. À ce moment-là, le métro arrive, elle se jette dedans, et ouf, elle remarque que Robert ne la suit pas. Sauf qu'à partir de ce moment-là, Robert l'attend presque tous les jours dans la station de métro. Et quand il la voit, il se place derrière elle et il lui parle à voix basse. « Alors, ça va, petite garce ?» En gros, il fait vraiment bien attention à pas attirer l'attention sur lui, donc il crie pas, il m'insulte et il me menace en chuchotant. C'est tellement violent que ça finit par me donner mal au ventre. Finalement, je trouve une place dans une colocation un petit peu plus loin, et là-bas, je croise plus Robert. Donc a priori, ça y est, il est enfin passé à autre chose, ou pas.
Bon, après quelques semaines, Jane remarque qu'une camionnette blanche avec des vitres teintées est tout le temps garée devant sa coloc. Alors au début, elle pense que c'est la camionnette d'un voisin. Mais un jour, elle découvre avec une certaine horreur qu'en fait non, c'est juste son ex, c'est Robert. Et en fait, tous les jours, il vient se garer devant et il reste là à surveiller ce qu'elle fait. Alors bon, au début, même si c'est creepy, il est sympa. Il lui laisse des cadeaux et puis des cartes. Mais un jour, elle découvre qu'une brique a été lancée à travers la fenêtre. Alors clairement, c'est pas un cadeau ça. Et puis, elle découvre alors régulièrement des oiseaux morts sur le bord de sa fenêtre. Et là, pas de bol, en fait, comme sa chambre est au rez-de-chaussée, Robert sait que Jane a la phobie des oiseaux. Donc, à un moment, elle en a marre, trop c'est trop, elle va voir la police. Mais, évidemment, comme ils lui disent que, en fait, son ex, comme il a rien fait de grave, ils ne peuvent pas l'aider. Probablement qu'il faudra qu'elle soit, c'est assez affreux quand même, du coup, mais si ça c'est pas grave, à quel moment il faut que, du coup, ils interviennent, quoi. Et donc, en tout cas, ce qui doit arriver arriva, la situation se dégrade, et là, maintenant, Jane retrouve des lettres de menaces. Bon, elle tente alors le tout pour le tout, elle fait semblant de quitter Londres. Jane fait alors ses valises, elle rentre dans sa ville natale à plusieurs centaines de kilomètres. En gros, comme je sais qu'il me surveille, j'ai bon espoir qu'il tombe dans le panneau. Donc je pars avec toutes mes affaires comme si je quittais la ville et je reste quelques jours chez un pote d'enfance. Après un certain temps, je finis par rentrer à Londres. Et en arrivant à la colocation, je trouve un nouveau mot sur le paillasson. Sur ce mot, vous voyez en fait tout ce qu'elle a fait la semaine dernière est décrit dans les moindres détails. En fait, avec qui elle a bu des verres, dans quel bar elle est allée, le nom de son ami, etc., etc. Et le destinataire conclut son mot en disant qu'elle va payer cher pour avoir essayé de le berner. Pourtant, il se passe un bon petit mois sans aucun incident, jusqu'à un soir d'hiver où Jane rentre du travail. Alors il est environ 19h, il fait sombre, et tout à coup, en traversant une ruelle, Jane se fait attraper et balancer à l'arrière de la camionnette blanche. Je crie de toutes mes forces, mais Robert allume sa radio à fond et il démarre à toute vitesse. Donc là, je suis projetée dans tous les sens à chaque virage, je hurle, je pleure dans le noir, et tout ce que j'entends, c'est la radio et Robert qui dit pas un mot. Et après environ 1 heure de route, la camionnette s'arrête et la porte du coffre s'ouvre. Là, elle voit qu'elle est arrivée devant une forêt. Là, Robert chope Jane par la nuque et il l'oblige à marcher en silence dans la forêt pendant 20 minutes. Elle voit alors quasiment rien et la seule lumière, c'est celle d'une petite lampe torche que tient Robert. Bon, Jane trébuche, elle tombe, elle en peut plus, mais à chaque fois, il la relève de force. Et finalement, ils arrivent dans une clairière. Robert la traîne derrière un arbre et il lui montre alors un grand trou creusé dans le sol. Et là, il lui annonce que c'est sa tombe. Il se met alors à ricaner et d'ailleurs il ajoute qu'il ira avec plaisir en prison une fois qu'il se sera vengé de toute la douleur qu'elle lui a causée. De quelle douleur on parle, quoi? Je veux dire, le gars il s'est engélié tout seul. Bon, en tout cas, subitement, il sort alors une cordelette bleue de sa poche. À ce moment-là, il est juste méconnaissable. Tout ce que je vois, c'est son regard de fou furieux. Il me chope à la gorge, prêt à m'étrangler, et je jure que j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. À ce moment-là, je me dis que cette clairière, c'est le dernier endroit que je verrai de ma vie. Soudain, en fait, Jane a comme un réflexe de survie salvateur. Elle se met alors à parler calmement à Robert. Elle lui dit alors qu'il n'a pas besoin de faire ça. D'ailleurs, elle s'excuse, elle raconte que tout est de sa faute à elle et qu'elle regrette de l'avoir mise en colère. Elle y va même au culot. Elle ajoute que ça y est, c'est bon. En fait, il lui a prouvé qu'il l'aimait vraiment. Faire un trou dans le sol au milieu d'une forêt dans la nuit, c'est ça une preuve d'amour qu'on veut tous. D'ailleurs, elle lui dit, c'est bon maintenant, en fait, on peut se remettre ensemble. Là, Robert, il en croit pas ses yeux, il fait ok, petit à petit il se calme. D'ailleurs, il enlève la main de sa gorge et il proposera à Jane de la raccompagner pour qu'elle récupère ses affaires et qu'elle vienne habiter chez lui. Là, elle lui dit ok Robert, je suis vraiment très content, trop bien. Là, ils font demi-tour, elle remonte dans la voiture, ils refont tout le chemin inverse, elle évidemment sur le siège passager, pas dans le coffre cette fois-ci, et là Robert la conduit même jusqu'à sa coloc. Et là, à peine arrivée, Jane court à l'intérieur, elle ferme la porte et elle pousse le verrou. Là, je m'effondre par terre, je pleure, je tremble. Et de l'autre côté, Robert klaxonne, il hurle, il tape, il délire complètement en voyant que je lui ai menti. Et un de mes colocs finit par appeler la police. Là, la police vient sur place, elle interroge Robert et lui, il nie tout. Il dit qu'en fait, il s'est rien passé, qu'il n'y a aucune preuve. Là, Jane fait mais non. Et elle montre toutes les menaces qu'elle a eues de sa part et qu'elle a laissées. Mais la police dit que ce n'est pas assez pour arrêter Robert. Alors je rappelle quand même, ça se passe il y a plus de 20 ans. Et à l'époque, les cas de harcèlement, très clairement, là, comme c'est le cas, ils étaient beaucoup moins pris au sérieux. Et donc à partir de là, ça peut paraître fou, mais la police ne fait rien. Et du coup, Robert est toujours en liberté. Et donc, les jours qui suivent, Jane ose à peine sortir de chez elle pour aller bosser. Tu m'étonnes. À ce moment-là, je sors avec une alarme anti-agression, de la laque, un tournevis, bref, tout ce que je trouve pour pouvoir me protéger. Et la nuit, je dors à peine. Quand j'essaie de manger, je m'étouffe et j'ai constamment l'impression que mon ex peut ressurgir à n'importe quel moment.
Là, un soir, des connaissances de Jane l'invitent à boire un verre pour lui changer les idées. Il se trouve que c'est Pete et Gary, et donc Jane leur fait confiance. Alors elle accepte, et finalement, la soirée se passe bien. Là, au moment de rentrer, Pete propose de les reconduire dans sa voiture car il ne boit pas d'alcool. Il roule alors pendant 5 minutes, mais Pete n'est pas très à l'aise. En fait, il finit par avouer que quelque chose ne va pas avec son frein. Par contre, il y a un truc qui est encore plus creepy, c'est qu'il y a une camionnette blanche qui les suit. Mon cœur commence vraiment à battre à 1000 à l'heure. J'ose pas me retourner, alors je finis par leur demander quel est le numéro de la plaque d'immatriculation. Quand ils me répondent, il n'y a plus de doute, c'est bien mon ex qui nous suit. Bon, Pete roule à ralenti à cause du frein qui fonctionne anormalement. Et alors là, du coup, tous les trois dans la voiture de Pete se mettent d'accord et tout à coup, ils sautent tous de la voiture et ils partent en courant. Là, ils courent jusqu'à trouver un taxi et ils rentrent tous dormir chez Gary. Là, le lendemain, ils retournent sur les lieux où il y avait la voiture abandonnée pour aller inspecter la voiture et ils découvrent que le câble du frein avait été presque entièrement coupé. Donc là, clairement, pas de doute pour Jane. Robert a essayé de les tuer tous les trois ce soir-là. Là, Gary et Pete veulent aller voir la police, mais Jane a perdu toute confiance dans les forces de l'ordre, très clairement. En fait, la police n'a jamais rien fait d'utile pour l'aider, donc elle se dit à quoi bon? La police va juste intervenir quand elle sera morte. Et là, ils feront peut-être un dossier pour essayer de la sortir de terre, je sais pas. En tout cas, Jane ne sait plus quoi faire. Elle se dit que Robert ne s'arrêtera jamais. Alors en une semaine, je quitte mon appart, mon boulot et je réserve un aller simple pour l'Inde. Je me dis que là-bas, mon ex ne devrait pas pouvoir me retrouver comme c'est l'un des endroits les plus peuplés du monde. À partir de là, Jane a voyagé seule pendant 6 mois en Inde. Elle a beaucoup d'ailleurs réfléchi à toute cette histoire, elle a même réussi à s'en remettre. Et finalement, au bout d'un moment, elle rentre enfin dans sa ville natale, mais depuis lors, elle n'est jamais retournée à Londres. Et heureusement, il semble que ça a fonctionné puisqu'elle n'a jamais revu son ex. En tout cas, voilà, à travers cette dernière histoire, je souhaite faire un petit big up à la police et montrer que quand il y a des problèmes, vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur eux, ils seront toujours là pour vous. J'espère que ça va quand même mieux aujourd'hui parce que c'était vraiment bancal. Bon, aujourd'hui, il se trouve quand même que ça va mieux et le harcèlement est quand même pris beaucoup plus au sérieux, quoi. Et pas attendre d'avoir 6 pieds sous terre pour que la police daigne enfin bouger son cul, quoi. En tout cas, j'imagine que vous avez tous aussi des histoires d'ex plus ou moins bizarres peut-être à raconter. Faites-vous plaisir en commentaire si vous voulez un peu lâcher votre sac. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quelques petits frissons probablement, voilà, on ne sait pas. Et puis, eh bien, j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à suivre Conte fait con, et ça c'est chouette. D'ailleurs, sachez que on touche enfin au but. D'ailleurs, nos locaux d'horreur arrivent enfin à terme bientôt. Ouverture normalement en décembre. On croise les doigts. On est au bout de la ligne droite et au bout du rouleau. Donc voilà, j'ai très très hâte que ça ouvre et que vous puissiez tester ça. Ça se passe à Lyon. Enfin voilà, bon. Je vous refais pas la rengaine. On se dit à la prochaine. Bisous. Bonne nuit aussi, bien sûr. Bonne nuit.